Le patinage artistique est devenu l'une des disciplines les plus populaires des Jeux Olympiques d'hiver. À ce jour, tous le savent, c'est un sport qui demande des milliers d'heures d'entraînement pour arriver à la perfection et qui n'autorise pas la moindre erreur. Tous ces patineurs qui se sont imposés aux Jeux Olympiques ont réussi à séduire le public en déployant un grand sens artistique sur la glace, doublé de qualité technique proche de la perfection. Mais la route de la gloire est pavée d'embûches. L'histoire du patinage artistique compte autant d'échecs que de triomphes. Aujourd'hui, le patinage est un spectacle autant qu'une compétition. À l'origine, c'est un mode de déplacement qui se transforme en loisir quand les chaussures à lame d'acier révolutionnent ce sport à la fin des années 1800. Le premier patin est aussi ancien que la glace elle-même. C'est au cours des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques d'été de Londres en 1908 que le patin à glace a fait sa première apparition. Très différent des sports olympiques pratiqués en été, le patin à glace remporte un énorme succès. Le champion du monde suédois Ulrich Salko, qui remporte la médaille d'or, devient une star. Son influence sur ce sport est énorme. Il deviendra président de la Fédération internationale de patinage, et cela, même s'il a à cette époque pas mal de détracteurs. Son nom entre dans la postérité grâce au Salko, ce saut spectaculaire qu'il invente. Le patinage se développe rapidement grâce à de nombreux novateurs. Le Suédois Gillis Grafström devient triple champion olympique grâce à un style gracieux qui s'apparente plutôt à la danse. En 1932, à l'âge de 38 ans, Grafström quitte la compétition. Il est battu aux Jeux Olympiques de Lake Placid par un jeune patineur autrichien de 22 ans, Karl Schaffer. Sur ces images exceptionnelles, Schaffer s'entraîne avec un jeune prodige de 11 ans, Inada. Elle va devenir la coqueluche des Jeux. Après sa victoire en 1932, Schaffer remporte à nouveau la médaille d'or 4 ans plus tard et devient 7 fois champion du monde. L'alliance de sa technique dans les figures imposées et de sa grâce dans les programmes libres le mettent hors de portée durant de nombreuses années. Des dizaines d'années plus tard, on s'inspirera encore de ces pionniers, mais ce n'est que le début des innovations. Le patinage artistique masculin a repoussé ses propres limites. Aux Jeux Olympiques d'Albertville, Petr Barna devient le premier patineur à exécuter un quadruple salto en compétition. Mais certaines innovations ne reçoivent pas un accueil aussi chaleureux. Quand l'Américain Terry Kubica exécute son flip arrière aux Jeux de 1976, ce saut est immédiatement interdit, étant considéré comme trop dangereux. De nombreuses personnes estiment que c'est cet homme qui a modernisé le patinage. Son nom, Dick Button. C'est lui qui transforme la danse des premiers patineurs en une discipline plus sportive, plus athlétique. Dick Button fait alors figure de novateur. Button s'entraîne dans un style propre, aux États-Unis, seul, sans professeur. Il ne subit aucune influence. Il lui faut pratiquer ce sport à sa façon. Button combine les mouvements classiques avec des sauts plus agressifs et une variante de vrille qui, jusqu'alors, était réservée aux dames. Ce jeune étudiant de Harvard de 18 ans apparaît pour la première fois aux Jeux de Saint-Moritz en 1948.
Il devient immédiatement l'attraction et vole la victoire à ses adversaires européens au style plus traditionnel. Le secret de Button réside dans le fait qu'il repousse les limites de ce sport en prenant d'énormes risques. Nombreux sont les mouvements qu'il présente aux Jeux Olympiques alors qu'il vient de les mettre au point. C'est de l'innovation à l'état brut. I was the first to do a double axel, which is a novice move today. I was the first to do, boys didn't do camel spins. Those were the province of the girls. I changed the arms, made them simplified, and it became a standard move for everybody. All of those things were new and brought into the sport. Flying sit spins, jump sit spins, moves, combinations of moves, triple jumps, etc. Now, of course, everybody does everything. I never knew the time that I didn't want to be a figure skater. Not a speed skater, not a hockey player, a figure skater. I think from the time I was 5 on, I don't know where the influence came from. I don't know what inspired me. I don't even know where I saw it. I just remembered that I always wanted to be a figure skater. And I liked other sports, but nothing compared to figure skating. Chaque fois que Button se produit sur la glace, les juges et les spectateurs sont sûrs de découvrir une nouveauté. Deux fois champion olympique et 5 fois champion du monde, Dick Button apporte au patinage une créativité, une grâce et un style rarement égalés. Mais bien que ses performances aient marqué une étape dans ce sport, une femme, avant lui, avait influencé le patinage de façon beaucoup plus profonde. La Norvégienne Sonja Henie est une des plus grandes figures du patinage. Elle commence à patiner à l'âge de 5 ans et remporte en quelques années de nombreux trophées à travers la Norvège. Un entraînement incessant permet à Henie d'entrer dans l'équipe olympique norvégienne en 1924 à l'âge de 11 ans. Elle termine dernière, mais c'est le début d'une carrière fulgurante. La dernière fois que Sonja Henie échoue en compétition, c'est en 1926. Au moment des Jeux Olympiques de 1936, Henie a déjà 2 titres olympiques. Elle veut être la seule femme à remporter le titre 3 fois consécutivement. La cote de popularité du patinage féminin augmente, tandis que des imitations de Sonja fleurissent partout dans le monde. Henie est sur le point de faire face à la plus grande résistance qu'elle ait jamais connue. Les figures imposées sont cruciales pour Henie, mais son avance n'est pas suffisante. Et quand elle entend la note, elle déchire la feuille des juges et s'effondre en larmes. C'est une rencontre avec Ulrich Salko qui lui permettra de reprendre le dessus. C'est l'Anglaise Cecilia Coledge qui dispute à Sonja Henie cette 3e médaille d'or. Cette jeune fille de 15 ans patine dans le même style que Sonja, mais plus fébrile que son adversaire. Elle pose une main. Malgré cela, Coledge a impressionné les juges, mais l'attention se reporte sur sa rivale norvégienne. Il faut des renforts de police pour contenir la foule, Henie ayant annoncé qu'elle se retirerait de la compétition après les championnats du monde. L'événement revêt un aspect symbolique pour tout le monde.
Et personne ne sera déçu, l'événement est historique. La performance d'Henny lui vaut une 3e médaille d'or. Plus tard, elle égale le record d'Ulrich Salchow en gagnant pour la 10e fois les championnats du monde. Sonja Henie devient une vedette de cinéma à Hollywood et ses performances n'ont jusqu'alors jamais été égalées. Mais récemment, une patineuse allemande a failli réaliser la même performance précisément. Son nom, Katharina Witt. En 1984, la diva de l'Allemagne de l'Est remporte une médaille d'or pour la première fois, s'attirant ainsi des millions de fans et des dizaines de milliers de lettres d'amour. Mais si sa personnalité et sa beauté gagnent les cœurs, Katharina Witt, elle, s'entraîne comme jamais pour obtenir l'un des plus beaux palmarès de l'histoire. À cette époque, les facilités offertes aux athlètes sous le régime communiste provoquent des réactions hostiles de la part de ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, les succès sportifs sont également politiques. C'est pourquoi l'argent versé aux athlètes, tels que Witt, est considéré comme un véritable investissement. Le monde du patinage moderne voit naître l'une de ses plus grandes étoiles. La jeune fille va bientôt devenir la grande Katharina. En 5 ans, la seule patineuse qui ait battu Witt est Debbie Thomas. Elle remporte les championnats du monde en 1986 et devient la principale rivale de Katharina aux Jeux de Calgary en 1988. La patineuse américaine est donnée favorite. Elle sait que la médaille d'or est à sa portée. Debbie et Katharina patinent sur la même musique, mais leur style est aux antipodes l'un de l'autre. Ich empfinde es so, dass Debbie ein mehr athletischer Typ ist als ich. Aber ich denke, dass wir es vielleicht ein bisschen besser verstanden haben, bisher die Programme in Einklang zu bringen mit den Sprüngen und ein Thema zu gestalten. C'est une compétition superbe, une chance pour les Allemands de l'Est qui rêvent d'un 2e titre olympique et d'accéder ainsi à la postérité dans le monde du patinage. Alors que Witt patine sur Carmen de Bizet, sa rivale attend son tour pour tenter de détrôner la reine.
La performance de Katarina Witt est artistiquement parfaite, mais elle n'a pas pris trop de risques sur le plan technique. Cependant, Thomas doit tout de même patiner sans faire d'erreur, et dès le début, il est clair qu'elle est très nerveuse. Debbie Thomas sait qu'à cause de cette légère erreur, elle ne pourra pas gagner. Elle ne pense plus qu'à une chose, terminer son programme sans beaucoup d'espoir. La contre-performance de Debbie Thomas est l'illustration du côté impitoyable de ce sport. En patinage, la moindre faute ne pardonne pas. Katarina Witt a réussi, elle est la première patineuse à remporter 2 titres olympiques successivement depuis Sonja Henie. Debbie Thomas terminera 3e derrière la Canadienne Elizabeth Manley. Ce sont les derniers Jeux olympiques de Katarina Witt qui doit passer professionnelle. La foule dit adieu à sa championne, mais ce n'est pourtant qu'un au revoir car leur héroïne olympique, Katarina Witt, reviendra. De toutes les disciplines du patinage artistique, le patinage en couple est de loin le plus exigeant. 2 patineurs, souvent suffisamment bons pour concourir individuellement, doivent accomplir ensemble des figures en parfaite harmonie. Le patinage de couple a commencé comme une prolongation de la danse de salon. Il devient populaire parmi les classes aisées à la fin des années 1800. Mais c'est un couple des années 30 qui fait progresser la discipline. Aux Jeux Olympiques de 1936, à Garmisch-Partenkirchen, un architecte de 30 ans, Ernst Bayer, et une jeune fille de 15 ans, Maxi Herbert, apportent l'idée de la projection d'ombre dans le patinage et les 2 patineurs effectuent parallèlement les mêmes mouvements. Ils remportent leur première médaille d'or, ils sont allemands, mais à ce moment-là, aucun pays ne domine réellement en couple. Dans les années 60, les couples deviennent plus physiques, plus rapide, avec davantage de portée et moins de pas de danse de salon. Au jeu de 1964, le couple allemand Kilius et Baumler fait figure de favoris. Mais surprise, tout d'abord, les notes du couple allemand valent au jury une véritable bronca. Puis, un nouveau couple soviétique arrive sur la glace. Le public va alors assister à la performance la plus rapide, la plus théâtrale et la plus passionnée qui ait été donnée jusqu'alors. Belousova, Protopopov prennent la première place
De plus, Kilius et Baumler devront rendre leur médaille d'argent accusée de professionnalisme. C'est le début d'une nouvelle ère. Les Soviétiques sont arrivés. Belousova et Protopopov ont autant de succès aux Jeux Olympiques suivants. L'équipe, mari et femme, atteint le sommet de sa carrière en remportant un 2e titre de champion olympique. Après leur victoire, Protopopov déclare « L'art ne se mesure pas en points. Nous avons patiné avec nos cœurs. Pour nous, c'est la beauté spirituelle qui compte. Nous essayons de montrer l'amour entre un homme et une femme. » Les années 60 touchent à leur fin et l'astre soviétique va briller encore plus fort au pays du soleil levant. Le Japon, 1972. Sapporo est le premier hôte asiatique des Jeux Olympiques d'hiver. Dans la catégorie couple, Irina Rodnina, une soviétique de 22 ans, s'apprête à faire son entrée. Avec son partenaire de 21 ans, Alexei Ulanov, le style est nouveau, les sauts plus nombreux et plus difficiles. Mais leur vie personnelle est encore plus complexe. Ulanov tombe amoureux de Lyudmila Smirnova, patineuse du 2e couple soviétique. L'harmonie entre les couples est cruellement malmenée, et même si Rodnina Ulanov remporte le titre olympique, Rodnina quitte la glace en larmes. Quatre ans plus tard, Rodnina est de retour. Après avoir cherché à travers toute l'Union soviétique, Rodnina a trouvé un nouveau partenaire qui deviendra par la suite son mari. Son nom, Alexandre Zaïtsev. Le couple soviétique domine sur la glace pendant les années 70, mais il lui reste un record à battre. Rodnina, 2 fois championne olympique, doit, pour atteindre le record de Sonia Henny, remporter une autre médaille d'or. Ce sera fait en 1980. Mais la fatigue s'exprime par le langage du corps. Rodnina laisse retomber son bras en fin de programme. Mais sa 3e médaille d'or lui assure une place dans l'histoire des Jeux Olympiques.
La danse sur glace est aujourd'hui l'une des disciplines les plus populaires du patinage artistique. Les épreuves de danse n'ont rien à voir avec les compétitions de couple. Les règles y sont différentes, notamment en ce qui concerne les portées. Moins spectaculaire, plus subtile, plus technique dans les successions de pas, la danse devient extrêmement populaire. Il faut la technique et il faut l'artistique. C'est pour ça que c'est de la danse. Si vous omettez un des deux éléments, il ne reste plus rien. Ces éléments n'ont jamais été aussi présents qu'aux Jeux de l'Eccléside en 1980. La danse sur glace apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1976. Mais 4 ans plus tard, ce sport suscite des controverses. Le couple hongrois, Regocsi et Szalay, les champions du monde en titre, séduisent le public, mais de moins en moins le jury. On accuse les juges de favoriser le couple Linichuk-Karpanosov. Ils remportent la médaille d'or avec un programme plus rigide, moins technique. S'il y a eu une terrible tempête à l'Eccléside en 1980, c'est un véritable typhon qui s'abat sur Sarajevo 4 ans plus tard. Un jeune couple britannique, Jane Torvill et Christopher Dean, surprend le monde du patinage par sa technique nouvelle et passionnée. Bolero piece is very sort of sensual piece of music anyway, and I think the fact that that was our final year of competing, that piece was shown more than any of the others, and the sort of romance of the whole thing I think caught everyone up in it. La performance de Torvill Dean électrise véritablement le public. Jamais auparavant, on n'avait vu une telle passion, une telle supériorité technique. La foule exulte et les juges récompensent le talent des nouveaux champions olympiques à leur façon. The Olympics was the pinnacle of our career, and it was a happy ending, you might say. You go off into the sunset. We really hadn't planned that much after winning the gold medal at Olympics. You know, we were just getting to that point. And so we didn't know what was beyond that. And in one way it was a great high, and it was sort of euphoric and special and wonderful. But the other side of it, there was this void of not knowing what, it was the end of what we'd known. Torvill et Dean se lancent dans une carrière professionnelle sans envisager, semble-t-il, de nouvelles victoires olympiques. Très vite, Christopher Dean devient l'entraîneur d'un couple de frères et sœurs très prometteurs, Paul et Isabelle Duchesnay.
Il n'est pas surprenant que le style novateur de Christopher ait inspiré ces Français d'origine canadienne. Comme Torville et Dean, avant eux, les Duchesnais deviennent les chouchous du public. Mais les juges sont partagés. Leur programme, appelé La Jungle, ne leur vaut qu'une 8e place à Calgary. Mais pour Isabelle, les raisons en sont évidentes. Je ne peux pas regarder Libre de la Jungle aujourd'hui. C'est celui que je crois qui nous a fait percer. Mais premièrement, on n'aime pas se regarder sur vidéo. Et deuxièmement, quand je le regarde, je trouve ça junior. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de ne pas se laisser déconcentrer. Médine parie toujours sur les Duchesnais, et c'est un pari gagnant. Les Duchesnais arrivent aux Jeux Olympiques de 92 à Albertville avec un nouveau programme. When we started to talk about this year, obviously, we were looking for a piece of music that, in the other years, that was original, that fitted a certain criteria, that we wanted some powerful music. We wanted some music that people would listen to, although perhaps it wasn't known. And the more we listened, the more we looked, the more West Side Story came into the framework. The piece of music that we've chosen is a strong, powerful piece of music. It's dynamic, and it represents the brother and sister side of the West Side Story. Leur programme est résolument plus orthodoxe que La Jungle, afin de tenter de séduire les juges. Précédemment, les Duchesnais se sont démarqués de leurs concurrents russes. À présent, ils pensent avoir trouvé la bonne formule. Mais malheureusement, les Russes, eux aussi, ont changé leur style. Les champions d'Europe, Marina Klimova et Sergei Ponomarenko, présentent l'un des plus beaux programmes de l'histoire de la danse. Médaille d'or pour Klimova Ponomarenko. Médaille d'argent pour les Français battus à leur propre jeu. En patinage masculin, Dick Button a laissé un véritable héritage américain. Dans les années 50, les Américains dominent ce sport avec une médaille d'or pour Aisalan Jenkins en 1956, puis pour son frère David Jenkins en 1960. En 1970, le Britannique John Curry gagne la médaille d'or et introduit un style plus dansant. Robin Cousins, en devenant champion olympique en 1980, donne à l'Angleterre une nouvelle victoire. L'aspect plus athlétique fait son retour dans le patinage avec Scott Hamilton aux Jeux de Sarajevo. Mais c'est aux Jeux de Calgary en 1988 que la compétition masculine passionne le public comme jamais. Le Canadien Brian Orser espère remporter la médaille d'or pour la rapporter dans son pays. Cet espoir est fondé car Orser a battu son rival américain Brian Boitano dans 7 compétitions sur 10. Mais en 1988, ces deux patineurs sont si proches l'un de l'autre qu'il est impossible de les départager. Ce sera la bataille des Bryans.
Orser a la réputation d'être un patineur fébrile en compétition. Boitano supporte mieux la pression. Il a remporté les championnats du monde en 1986 avant d'être battu par Orser l'année suivante. Orser a souvent fait des erreurs dans les figures imposées, mais c'est à Calgary qu'il fait sa meilleure performance. Les figures imposées ont été supprimées en 1992, mais à Calgary, elles existent encore. À ce stade de la compétition, Orser prend l'avantage sur Boitano, mais malgré leur rivalité, les deux patineurs éprouvent l'un pour l'autre de l'amitié et une grande estime. The friendship between Brian Boitano and myself is very real. And we know each other well enough that even at that intense time, as we're going through our paces, I can just tell by the look in his eye whether he wants me to back off or whether we can talk or whether we can joke around. He's a good sport and I'm a good sport, and if he needs his space, I'll give it to him. But there's times when we just need to lighten up a little bit. Brian Boitano patine sur la musique du film Napoléon. En commençant son programme, il sait que la première minute sera déterminante. I'm in the middle of a spin, a 10-second spin, and I'm thinking, God, you're really skating well. This is all you ever dreamed of, And I kept saying, well, concentrate on the one coming up, concentrate on the one coming up. I felt like I was being lifted off the ice and set back down, and it was just the most amazing feeling, like the ice was exploding under my toes. And I got into the slow part, and I knew that the real key would be the second triple axel that came at the beginning of the slow part. Ce jour-là, la pression fait office de stimulant pour Brian Boitano. Il a patiné de façon éblouissante. Malgré la presque totale perfection de Boitano, Orser y croit encore. The one hitch that I did have was on the triple flip, maybe a minute into the program. Although it was a very minor error, and it wasn't one that was too obvious and didn't really distract or disrupt the program very much. So when that happened, I just carried on with the program and kept going because it wasn't a major error. Le programme de Brian Orser est très bon. Il est artistiquement supérieur à celui de Boitano, mais il y a eu cette petite erreur due à la fatigue. Une fois encore, il est difficile de les départager. On annonce les notes. Boitano remporte la médaille d'or de très peu. 4 juges ont donné Orser, 3 Boitano et 2 les maîtres d'ex-aequo. Mais les notes techniques de Boitano sont supérieures. Et en patinage artistique, ce sont les notes techniques qui prévalent. Ce fut l'une des plus belles compétitions masculines de l'histoire du patinage. At that moment, watching that flag go up and seeing Canadian and Russian on the other side of it, it made me, for that brief minute, feel like all of America. Les épreuves féminines ont pris un réel essor après Sonia Hennig.
La Canadienne Barbara Ann Scott devient l'enfant chéri des médias après sa victoire en 1948. La Britannique Janet Altweg remporte la médaille d'or en 1952. L'Américaine Tenley Albright est deuxième, mais elle remportera le titre en 1956. La Hollande remporte une médaille d'or pour la première fois en 1960 grâce à Choukier Dijkstra. Et en 1968, c'est Peggy Fleming qui enflamme les cœurs. Sa famille a tout sacrifié pour la réussite de la patineuse américaine. Même si à cette époque, la médiatisation du patinage féminin est déjà grande, ça n'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Lillehammer, 1994. Katharina Witt fait son retour, de même que de nombreux professionnels qui ont à nouveau accès aux Jeux Olympiques depuis l'abolition de la loi sur le patinage amateur. Mais Witt, comme la plupart des anciens médaillés, n'est pas au niveau. Elle termine 7e. Puis il y a le scandale Tonya Harding, Nancy Kerrigan. Avant les Jeux, Harding est soupçonnée d'avoir organisé l'agression de sa rivale par son ancien garde du corps. Harding aurait voulu déstabiliser sa concurrente. Les médias s'emparent de l'affaire. Les audiences télé atteignent du jamais vu aux États-Unis et dans le monde entier. Cette histoire rassemble tous les ingrédients d'un étrange conte de fées. Chaque fois que le conte semble à son apogée, un nouvel événement surgit. L'attention soutenue des médias sur Harding pèse. Après le début de son programme, elle se plaint, car le lacet de son patin s'est cassé juste avant qu'elle commence. Après examen du patin incriminé, les juges autorisent Harding à recommencer son programme après les autres concurrentes. Si dans tous les contes de fées, il faut une sorcière, il faut également une princesse. Et ce sera Nancy Kerrigan. L'Américaine au sourire éblouissant réussira un très beau programme. Son agression n'a laissé aucune séquelle. Elle patine comme jamais auparavant. Les supporters américains la couvrent de fleurs. Nettement supérieure à Tonya Harding, elle peut espérer remporter le titre, mais c'est compté sans une troisième patineuse. Elle s'appelle Oksana Baiul, elle est ukrainienne et va bouleverser tous les pronostics. L'épreuve féminine atteindra des sommets d'audience. Tous les records seront battus. Baiul Impérial remporte son premier titre olympique. Kerrigan garde le sourire sur le podium où Baiul triomphe. 46 ans avant les Jeux olympiques de Lillehammer, Dick Button gagnait la médaille d'or à l'âge de 18 ans. En 1994, un Russe de 20 ans, Alexei Ourmanov, est le plus jeune concurrent à briguer la médaille depuis Button. Il fait une époustouflante démonstration classique d'une grande qualité technique.
Autre événement à Lillehammer, le retour chez les amateurs de Thorville et Dean, qui aspirent à gagner à nouveau une médaille d'or 10 ans après leur premier titre. Mais pourquoi risquer leur réputation en revenant sur la scène olympique? It's going back into that arena, really. It's going back, standing up again, I guess, and wanting to be counted, wanting to see if we can still do it. We always thrived on personal challenges, and I think this is just another one. We just happen to be 10 years older. I think we get the Senior Citizens Award in the Olympics, for sure. Le programme qu'il présente s'appelle « Affrontons la musique et dansons ». Le postulat étant qu'une fois qu'ils auraient affronté la musique, ils récolteraient les récompenses. Mais une fois encore, les Jeux Olympiques de 1994 vont produire un choc. Leur programme est parfait, mais un porté au-dessus de la tête de Dean est considéré par de nombreux juges comme étant illégal et il pourrait bien leur coûter la médaille d'or. La déception de l'imperfection est une pilule difficile à avaler. Au précédent championnat d'Europe, Oksana Gritschouk et Evgeny Platov s'étaient classés derrière Thorville Dean. Mais aux Jeux Olympiques, les juges préfèrent récompenser le programme des Russes, plus rapide et plus technique. Leur rock'n'roll séduit le public, les juges confirment ce choix, Thorville et Dean doivent se contenter de la médaille de bronze. Dans les épreuves de couple, les Russes Gordieva et Grinkov font également leur retour chez les amateurs. 6 ans plus tôt, Gordieva était une frêle jeune fille de 16 ans et on disait que les puissants portés de Grinkov n'étaient possibles qu'à cause de sa taille. Mais à Lillehammer, l'adolescente est devenue une femme et leur programme a gardé la même puissance artistique. De tous les professionnels qui ont essayé de reconquérir la gloire passée, Gordieva Grinkov sont les seuls médaillés d'or. Médaille d'or pour les Russes. Un peu plus de 2 ans plus tard, Sergueï succombe à une attaque cardiaque lors d'un entraînement. Derrière la beauté d'une victoire olympique, il y a des heures d'entraînement sans relâche, d'échecs, de frustration. Certains entreront dans la légende du patinage. Mais pour tous ces champions, le moment de vérité, c'est celui où l'on entre sur la glace. À ce moment-là, il se passe quelque chose de transcendant, d'envoûtant. La route de la gloire est pavée d'échecs. Ces sommets sont les fruits de nombreux sacrifices. Ils sont devenus les maîtres de la glace, sous leurs patins, la gloire.